Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'émission 7 Politique pour ce premier numéro de l'année 2020. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Abdoul Mbaye. Il est ancien Premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonsoir, monsieur Pierre-Edouard Faye. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je vous retrouve, puisqu'il y a environ une année, je crois, absolument. Nous étions ensemble, une pareille émission. Et je profite de ce début d'émission pour vous présenter mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années, à vous-même, à votre famille, Merci. Également à vos collègues et à votre chaîne. Tout à fait. Et à tous nos fidèles téléspectateurs, voilà, bonne et heureuse année à tous, que 2020 soit une année meilleure à tout point de vue. Vous nous avez prédit une année difficile, 2020. Alors, sur quoi vous vous fondez, monsieur le ministre? Écoutez, sur des informations, des renseignements qui sont communiqués par le Fonds monétaire international ou par l'État lui-même, dans le cadre d'un programme qui va se mettre en place, qui se met en place à compter de cette année 2020, et au cours duquel le Fonds monétaire international va accompagner le Sénégal. Donc quand on prend connaissance des lignes majeures de ce programme, telles qu'elles ressortent du communiqué, notamment publié par le Fonds monétaire international, que l'on prend conscience des difficultés qui attendent l'économie sénégalaise d'une manière générale et donc les Sénégalais. Et certaines des mesures d'ailleurs ont déjà commencé à être mises en œuvre en 2019 parce que, comme vous le savez, une institution comme le Fonds monétaire international, le FMI, ne se contente pas seulement de vœux pieux, ils tiennent également à constater que les mesures qui sont prises vont bien dans le sens du programme qui est annoncé, et qui est un programme de rigueur tout simplement, qui est un programme d'ajustement structurel visant à réduire des déficits budgétaires, à réduire des déficits de paiements extérieurs, et cela on ne le fait que de une, deux, trois manières. On serre les vis partout, notamment au niveau des dépenses publiques, on serre également au niveau des budgets des familles, et c'est ce qui arrive non seulement par le blocage de certains salaires, mais également par des ponctions au niveau de certaines dépenses qui cessent d'être subventionnées, des prix qui sont relevés, etc., etc. Donc on s'achemine vers un plan d'ajustement structurel sous une autre forme. Exactement, tout ce programme, tout ce qui caractérise ce programme relève de l'ajustement structurel. D'un retour vers certains équilibres, notamment budgétaires, demande intérieure, et par des moyens que l'on connaît, resserrement des dépenses d'abord, dans un contexte où jusqu'à présent l'émergence dont on nous parlait, ou la pré-émergence, devait d'abord dépendre des dépenses publiques. On annonce que ces dépenses publiques vont être réduites. On annonce également un relais possible et souhaité, et qui va être peut-être même organisé par le secteur privé en termes de croissance, mais en même temps, ce secteur privé va souffrir d'un certain nombre de choses. Une dégradation des coûts des facteurs, le prix de l'électricité y participe, le petit relèvement des salaires y participe également. Dans un contexte où on ne voit pas d'incitation fiscale, bien au contraire, on évoque même une réduction, un relèvement du taux de pression fiscale qui devra passer de 16% à 20%. Je ne vois pas personnellement comment le secteur privé va prendre le relais. Donc nous sommes bien dans un contexte d'ajustement sans vraiment des perspectives d'une croissance qui était portée par l'État, qui n'en peut plus, mais qui ne va pas non plus, à mon avis, être assurée par le secteur privé, en tout cas le secteur national. Et comment en est-on arrivé là? Écoutez, dans un passé très proche, il y a 2018. Il y a 2018, vous vous souviendrez, une année qui a été présentée comme une année sociale. Mais en fait, ce n'était pas une année sociale, c'était une année préélectorale.
Et en Afrique, malheureusement, à chaque fois que nous sommes dans une période préélectorale, c'est le temps des gaspillages. Donc ça, c'est le passé immédiat. Mais il y a un passé un peu plus lointain au cours duquel, malheureusement, on n'a pas agi sur les bons leviers. Et les dépenses qui ont été faites, qui ont entraîné un excès d'endettement extérieur, on pourrait y revenir puisqu'il n'y a pas longtemps un forum a été consacré à la question, les dépenses qui ont été faites et qui ont reposé sur un endettement excessif n'ont pas été, même si elles ont permis la réalisation de certaines infrastructures, n'ont pas contribué à asseoir des fondamentaux portant sur une amélioration de la productivité de notre économie. Et doit-on continuer à obéir pratiquement à la lettre les instructions du Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale? Écoutez, à chacun son rôle. On parlait du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international a une mission, a un rôle. Il concerne les paiements internationaux. Ça veut dire quoi? Pour faire très simple, quand vous vous endettez par exemple, ils sont là pour s'assurer que vous allez continuer à pouvoir rembourser votre dette. Ils sont là pour empêcher les collapsus financiers au niveau de certains États. Et ils sont donc dans le rôle. Aujourd'hui, quand vous les appelez à la rescousse, c'est ce que le Sénégal fait, leur priorité c'est il faut que vous puissiez continuer à rembourser vos dettes. Et tout le reste du programme se fait en fonction de cet objectif. Bon, maintenant, c'est un médecin qui vient, qui vous soigne en disant, voilà, de quoi dépend votre survie. Le reste, c'est de la prévention, c'est de l'organisation par l'État lui-même, c'est une politique économique intelligente qui doit permettre de ne pas avoir, à la limite, de ne pas avoir recours au Fonds monétaire international et de pouvoir s'en passer. Oui, sauf que la Quand vous avez un pays qui affiche 6-7% de croissance, dans un contexte non inflationniste, on dit c'est merveilleux, c'est formidable. Mais ceci dit, je trouve personnellement que le Fonds monétaire est un peu complice de chiffres qui ne tiennent pas, qui sont pas réels. Je vous donne prenons un petit exemple, puisqu'il est également d'actualité, la production arachidière. Il y a un peu plus d'un an, on nous a annoncé une performance de 1 400 000 tonnes. C'est cette performance qui entre dans le calcul du taux de croissance du Sénégal. Mais si j'étais moi Fonds monétaire international, je me serais quand même interrogé sur cette performance qui n'a jamais été réalisée par le Sénégal, notamment dans une période où il y avait des pluies plus abondantes, des terres plus fertiles, des engrais en abondance, un encadrement du paysan, des semences certifiées. Mais qu'à cela ne tienne, il y a encore aujourd'hui des éléments qui peuvent permettre d'apprécier la cohérence d'un tel chiffre. On dit 1 400 000 tonnes. Il faut savoir que la capacité maximale de trituration des huileries du Sénégal ne dépasse pas 550 000 tonnes. Capacité maximale. D'où est-ce qu'on est parti chercher le 1 400 000 alors? C'est pas terminé, c'est pas la seule incohérence. Et d'ailleurs, ces 550 000 tonnes, c'est une capacité théorique. On peut estimer la capacité réelle à 400 000 tonnes. Vous avez aussi les moyens financiers mis à disposition pour commercialiser ces quantités ou en préparer la production. Il faut savoir, j'ai été banquier, que lorsque nous préparions les campagnes agricoles, on considérait que les 2/3 de la production à peu près pouvaient être commercialisés. Un tiers pouvait rester dans le circuit. Et quand vous raisonnez 2/3 de la production à 210 francs, plus les 30 francs de transport, ça vous amène à un besoin de 200 milliards de francs CFA. Lorsqu'on vous annonce que 40 milliards ont été disponibles et n'ont pas été totalement utilisés. Donc, il est évident qu'il y a
Il y a tromperie sur la marchandise. Oui. Également sur d'autres productions comme le riz, vous vous souvenez, on parlait d'autosuffisance en 2017, puis le président lui-même a corrigé, a dit non en 2018. Aujourd'hui, on n'entend non plus parler, mais il n'y a pas d'autosuffisance. Ils disent qu'on n'en est pas loin. Autant de... Non, c'est pas vrai, c'est des histoires. Donc, je considère, moi, que ça arrange peut-être le Fonds monétaire international de considérer que les fondamentaux sont excellents, mais ce n'est pas le cas. Et puis, regardez cette population qui souffre. Parce que quand vous quittez le Fonds monétaire international et que vous allez vers une autre institution qui a également pour objectif, qui a par contre pour objectif de protéger contre l'insécurité alimentaire comme la FAO, eh bien à ce moment-là, on vous dit qu'il y a près d'1 million de Sénégalais qui sont menacés par la faim et l'insécurité alimentaire. Vous nous annoncez une année 2020 difficile, au moment où le taux de croissance du Sénégal frôle les 7%. Est-ce cohérent? Écoutez, ce que vous nous dites? Non, peut-être que vous le vivez, vous, ce taux de croissance. Mais si j'ai terminé tout à l'heure ma réponse à votre question en évoquant le million de Sénégalais identifiés, qui vont avoir besoin d'aide pour se nourrir, pour ne pas mourir de faim ou souffrir terriblement de la faim, vous vous rendez bien compte que ce taux de croissance, personnellement, je ne le vois pas. Peut-être que je suis devenu aveugle, comme le disent certains, mais il est difficilement visible au niveau du vécu des populations sénégalaises. Alors, cette prédiction vous a valu une certaine volée de bois vert venant des proches du pouvoir. Comment avez-vous vécu cette vague de critiques qui s'est abattue sur votre personne depuis quelque temps? Écoutez, il y a des critiques qui glissent. Moi, j'attends les critiques sur le fond. Parce que quand vous dites il n'y a jamais eu une production arachidière de 1 400 000 tonnes, il n'y a jamais eu d'autosuffisance en 2018, et qu'on vous réponde oui, mais vous n'avez pas faim, ou alors que vous êtes fâché parce que vous n'êtes plus absolument. Premier ministre. L'une des critiques qui ont le plus attiré notre attention, c'est celle de Aminata Touré, votre successeur à la primature. Ou que c'est... Oui, ça c'est à l'époque, on a vécu la mode accélération. Je crois que c'est à partir de cette année, d'ailleurs, qu'on a considéré qu'en 2017, on allait être autosuffisant en riz. Donc, que les critiques portent plutôt sur ce que je présente comme étant des contre-vérités, des mensonges, que je présente comme des analyses économiques conduisant à un nécessaire ajustement structurel, mais tant qu'on sera dans... il est aveugle, il est fâché, ou il est grand, il est vilain. Oui, pour Aminata Touré, vous avez du mal à digérer votre départ de la primature. Écoutez, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je pense qu'elle parle d'abord pour elle-même. Ah oui. Je n'ai jamais été mécontent d'avoir quitté la primature. Et à la limite, aujourd'hui, je dis alhamdoulilah. Par contre, encore une fois, l'essentiel doit porter sur le contenu de mes propos et pas sur des considérations de cette nature. Il parle parce qu'il est fâché. Non, l'important c'est voilà ce qu'il a dit, voilà pourquoi c'est pas vrai. Et puis à ce moment-là, on entre dans un débat acceptable. On est en politique, il faut savoir donner des coups, mais également savoir en recevoir. Oui, mais je les reçois, la preuve, ils ne m'ébranlent pas, ils me font rire et sourire. Et bon, voyez-vous, on est à la limite quand on se met dans cette démarche-là. Je crois que c'est ce que d'ailleurs certains de nos compagnons au niveau du parti ont répondu. Vous êtes fâché parce qu'on vous prend un poste, vous cessez d'être fâché parce qu'on vous en donne un autre. Moi, je ne suis pas de ce genre de personne. Alors, récemment, vous avez accusé le président de la République de manquer de vision. Sa réponse n'a pas tardé. Le 31 décembre, quand il faisait face à la presse, il a dit que vous avez donc supporté sa vision à lui au bout de quelques temps. Maintenant, donc, peut-être que quand vous supportez sa vision, vous étiez aveugle alors. Comment avez-vous vécu cette boutade du président? Bon, d'accord. Bon, ce qui est certain, c'est que j'ai supporté sa vision. J'y ai cru. Mais vraiment, totalement. Et cela m'a venu un engagement auprès d'un politique, pas un engagement en politique, parce que je n'en faisais pas encore,
un engagement auprès d'un politique qui n'avait jamais été mien auparavant. La patrie avant le parti, j'y ai cru, ça fait partie d'une vision. D'ailleurs, ce faisant, je crois qu'il est important de faire une différence entre la vision de l'opticien, c'est-à-dire c'est cette vision du bout de son nez, et la vision qu'il faut comprendre comme la prévision, comme le futur. Donc des projets portés par des slogans aussi forts, une gestion sobre et vertueuse des deniers publics, un mandat de 7 ans ramené à 5 ans, montrant un détachement vis-à-vis de la chose du pouvoir. Tout ça, je me suis dit, mais c'est formidable. Mais de tout ça, que reste-t-il aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a eu une vision de départ à laquelle j'ai totalement adhéré, qui m'a considérablement séduit, et il y a eu une pratique totalement différente, et je crois que je ne suis pas le seul à dénoncer un chemin pris qui ne correspond pas à ce qui avait été annoncé. Ceci dit, sur les constats, que l'on dise encore une fois le constat que je fais qui n'est pas correct. Que l'on dise si le 1,4 million de tonnes, j'insiste, si le 1,4 million de tonnes est une réalité ou non. Que l'on dise si l'autosuffisance en riz est devenue une réalité. Que l'on dise que le TER roule depuis le mois de mars dernier, etc. etc. Oui, mais à propos de constat, les Sénégalais l'ont fait, ils l'ont réélu il y a environ 1 an. Non, c'est pas un constat. C'est le seul constat qui vaille. Ils l'ont réélu dans des conditions que je considère comme parfois illégales. Hein. Il y a de l'illégalité dans les conditions qui ont permis la réélection du président de la République. Et je considère également, je continue de considérer qu'il y a de la fraude. Quand vous organisez une élection en éliminant des candidats que vous considérez non pas comme susceptibles de vous prendre la place, mais comme pouvant éventuellement apporter le risque d'un second tour qui pourrait vous être fatal, vous êtes dans la manipulation. Il y a eu, avec le parrainage, de la manipulation. Ce parrainage, dans sa mise en œuvre, n'a pas respecté la loi fondamentale, qui est la Constitution, puisqu'il n'y a jamais eu contrôle de signature, alors que la loi fondamentale définit le parrainage comme une signature, la signature d'un électeur. Il y a, je vous renvoie au rapport que nous avons rédigé conjointement au niveau de la coalition IDI 2019, il y a des anomalies incroyables qui ont été constatées, notamment des distributions de fausses cartes d'identité, des numéros d'identité dédoublés, etc., etc. Et je pense d'ailleurs que l'absence de fête après la victoire montrait bien qu'il y avait quelque part mauvaise conscience. Donc me concernant, je considère que les résultats de ces élections ne sont pas conformes à la volonté populaire et rien ne me fera... Malgré tout, vous reconnaissez Macky Sall comme le président réélu? Bon, réélu par un conseil constitutionnel dont le président n'est pas un vrai président parce qu'il n'y a même pas de décret publié, mais on le constate de fait. Oui. Vraiment, c'est tout ce qu'on peut faire. Avec le recul, est-ce qu'il vous arrive de vous dire qu'est-ce que j'étais allé faire dans cette galère en étant Premier ministre, bien entendu? Écoutez, non, parce que je pense quand même que c'est une... Si j'ai accepté à l'époque d'ailleurs, c'est parce que je considérais que je pouvais apporter quelque chose à mon pays, à mes concitoyens, au-delà de ce que j'avais fait jusqu'à présent. Puisque j'ai eu, dans le cadre de missions gouvernementales, à redresser des établissements bancaires qui, pour moi, ont été utiles à mon pays. J'ai eu également à contribuer dans des conférences, des cercles de réflexion, à des débats, à des réflexions, à des productions allant dans le sens de l'amélioration, notamment je pense au Conseil présidentiel pour l'investissement, allant dans le sens de l'amélioration de l'environnement des affaires de mon pays. Là, se présentait une opportunité d'aller un peu plus loin, encore une fois, dans le cadre d'une vision que je partageais totalement, qui était celle du candidat. Elle est toujours là, la vision, non? Non, ça n'est plus la même. Oui. La même. Donc, vous pensez que l'idéal pour lequel le président Macky Sall a été élu, cet idéal-là a été trahi?
C'est ma conviction. Sinon, croyez-moi, je serais resté à le soutenir hors du gouvernement comme à l'intérieur du gouvernement. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté le gouvernement, je me suis mis dans une posture de soutien parce que je considérais qu'il était encore, c'était avant quand même les élections locales, qu'il était encore dans la démarche qui avait motivé mon adhésion à ses côtés. Alors, en tant qu'ancien Premier ministre, comment avez-vous réagi quand vous avez entendu le président dire l'autre jour qu'un courrier entre la présidence et la primature pouvait faire 3 jours à 4 jours pour dénoncer un peu les lourdeurs qu'il y avait à la primature, ce qui justifia la suppression du poste de Premier ministre? Vous avez vu que cette situation? Ça ne suffit pas, ça suffit pas comme critique. Quand un courrier met 3 à 4 jours et que vous voulez qu'il fasse un jour, vous vous mettez en condition pour qu'il fasse un jour. C'est aussi simple. C'est-à-dire? Vous mettez en place les procédures qui doivent permettre à ce courrier d'être traité en une journée. Je vais vous révéler une chose. Personnellement, Premier ministre, aucun courrier n'arrivait sur ma table et il restait 24 heures. Et ce n'était pas du traitement à la légère. C'était du traitement avec des instructions données aux conseillers techniques qui devaient recevoir ce courrier. Quand vous mettez un Premier ministre qui prend son temps, une semaine, 15 jours, c'est qu'il y a problème. Mais le problème se trouve soit au niveau des procédures permettant de gérer de l'efficacité, donc un suivi, je vais y revenir, soit au niveau de la personne que vous avez choisie. Mais vous ne supprimez pas, si à chaque fois que dans une organisation, on constatait un goulot d'étranglement, on se contentait de supprimer le poste, parfois, ça poserait de sacrés problèmes. Je crois qu'il faut à chaque fois faire une analyse juste, correcte, des raisons de retard, des raisons d'inefficacité, et procéder de deux manières. Ou mettre en place les procédures ou les changer, ou changer la personne. Mais vous ne pouvez pas dire ça ne marche pas, je ne change pas les procédures, je ne change pas l'homme non plus parce que le même, je le prends et j'en fais le secrétaire général à l'entreprise. Ça ressemble un peu à... En tout cas, ça surprend un manager. Moi, je pense que je peux me prévaloir de cette qualité. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas comme ça qu'on donne de l'efficacité à une organisation. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de procédure. Il est certain que quand moi je suis arrivé à la primature, j'ai constaté certaines anomalies venant du secteur privé, certaines anomalies dans le fonctionnement de l'administration. Et la plus importante de ces anomalies, c'était l'exécution des directives du président de la République et de l'exécutif, donc dans une moindre mesure, celle du Premier ministre recevant lui-même les instructions du président de la République. Et tout de suite, tenez-vous bien, on a mis en place un système fast-track. Ah ouais. On a digitalisé l'identification des instructions et le suivi de l'exécution de ces instructions. Et chaque ministre, à la fin du mois, avait un petit rapport dans lequel on faisait figurer les instructions bien référencées du président de la République ou du Premier ministre. Si les instructions avaient commencé à être exécutées, on mettait du orange. Si elles avaient été exécutées jusqu'à leur terme, on mettait du vert. Et si elles n'avaient pas commencé à être exécutées, on mettait du rouge. Et quelle a été la couleur dominante entre le orange, le vert et... Ça dépendait des ministères. Ça dépendait des ministères. Je ne vais pas les citer, bien entendu. Mais le président de la République avait chaque mois un document, j'en ai parlé dans le livre que j'ai rédigé à ma sortie de la primature, que j'ai écrit à la sortie de ma primature. Chaque mois, le président avait son rapport fast-track. Et on échangeait avec les ministres pour voir comment résorber les retards, tenir des conseils interministériels, parce que parfois ça ne dépendait pas du seul ministre en question. Puis quand nous sommes partis, ça a disparu. Donc vous revendiquez la paternité du fast-track? En termes de procédure, il est difficile de faire mieux que ce que nous avons fait. Peut-être plus fin, plus détaillé, parce qu'en plus, quand on avait commencé
une instruction, l'exécution d'une instruction, il fallait le justifier par un courrier, par une action, etc. etc. Donc on était bien dans du fast-track, mais le problème c'est que ça a été abandonné. Et 7 ans après, on reparle de fast-track. Donc voilà les points sur lesquels il faut agir plutôt que supprimer des postes, modifier des constitutions, des lois fondamentales, parce que simplement quelque chose ne marche pas sans avoir identifié les vraies raisons du pourquoi. Il n'exclut pas de faire revenir le poste si de besoin. Je ne suis pas dans ce secret des dieux, mais ça va faire un peu yo-yo et pas très bien réfléchi. Avez-vous senti une nette amélioration dans la marche des choses depuis la suppression du poste de Premier ministre? Non, je ne pense pas. Un bon Premier ministre sert un président de la République dans le fonctionnement de l'exécutif. C'est clair. Et quand lui-même constate qu'il y a des problèmes de procédure, des lenteurs, c'est à lui de trouver les bonnes solutions à la satisfaction du président de la République et des citoyens d'ailleurs, parce qu'il ne travaille pas, il travaille pour son pays, il travaille pour l'ensemble des Sénégalais dans notre cas. Et je ne pense pas, en tout cas je n'ai pas entendu dire, parce qu'on va dire bon, il est mauvais coucheur, mais je n'ai pas entendu quelqu'un me dire maintenant tout va très bien. Il se murmure, y compris à l'intérieur du sérail, que les choses vont beaucoup moins bien. Je ne vois pas comment on peut se passer de plusieurs conseils interministériels ou réunions techniques interministérielles dans une semaine, quand on veut faire marcher ce pays. C'est pas possible. Oui, mais l'objectif affiché par le président, c'était d'être en contact direct avec les ministres pour assurer le suivi des dossiers. Mais ce contact direct, il n'a jamais cessé d'exister. Jamais. Jamais. Peut-être même au-delà du normal. Pour faire la relation avec le dossier Petro-Tim, il y avait une relation directe entre le président et le ministre de l'énergie, Ali Ngouille Ndiaye. C'est ce qui a amené l'établissement d'un faux rapport de présentation à mon insu. Donc cette relation directe entre le président de la République et le ministre n'a jamais cessé. Il y en a peut-être un, je crois, qui a eu quelques scrupules à aller trop loin dans cette relation et qui laissait de la marge de manœuvre au Premier ministre. Je crois que c'est le président Abdou Diouf, parce que lui-même il avait vécu les fonctions de Premier ministre et peut-être qu'il en avait un peu souffert. Mais non, un président de la République a toujours toute l'attitude pour avoir son contact direct avec le ministre. Mais un Premier ministre qui lorgne le fauteuil présidentiel, qui constitue peut-être une menace pour les autres, qui penseraient qu'il serait le dauphin du président, c'est beaucoup de problèmes à gérer à la fois pour le chef de l'État. Ce n'est pas un problème. Bon, d'abord, tout le monde n'est pas dans cette démarche. Ensuite, l'important, c'est que le président de la République soit sûr de lui. C'est ça le problème. Ce n'est pas, oui, il cherche mon poste. Non, on n'est pas dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, moi, je me demande pourquoi on devrait interdire l'ambition. Non. Je ne comprends pas, par exemple, quand on dit, si quelqu'un parle encore de vouloir succéder au président de la République parmi les ministres ou parmi les autres, le couperet va tomber. Oui, mais l'ambition peut installer une certaine dualité au sommet de l'État. Et la marche des affaires de l'État peut en souffrir. Non, mais quand ça arrive, le président doit trancher tout de suite. S'il se rend compte qu'il n'y a pas loyauté du Premier ministre dans l'exécution de ses directives, alors à ce moment-là, il doit sévir. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas reprocher à un ministre ou à un député de la majorité ou à qui que ce soit d'avoir des ambitions. Bien au contraire, il faut pouvoir utiliser les ambitions pour tirer le maximum de la personne concernée. Mais il ne faut pas dire, dès que vous manifesterez votre souci de pouvoir un jour me remplacer, je vous coupe la tête. Donc ça n'a aucun sens. Alors, à propos d'ambition, le chef de l'État a été donc interpellé sur un éventuel
troisième mandat. Il n'a répondu ni oui ni non. Alors, le ni oui ni non du président, là je vois que ça vous donne envie de sourire, mais lui, je pense qu'il est très sérieux quand il le dit. Écoutez, bon, c'est une question un peu difficile parce que qu'ils disent oui, je vais partir, moi je ne crois pas. Ouais. Qu'ils disent non, je ne partirai pas, moi je n'y crois pas, ou je ne sais pas. S'il le dit franchement, oui, peut-être là, à ce moment-là, on se dira, on va se lever parce qu'il l'aura dit. Mais on a un problème, c'est la fiabilité de la parole du président de la République. Elle est souvent politique, elle est souvent politicienne. Par le passé, elle a souvent été contredite. Mais il y a par contre une motivation qui m'amuse. Laquelle? On dit oui, si je dis que je vais partir ou s'il dit qu'il va partir, il y aura des manifestations de comportements déloyaux. Mais ça veut dire qu'on ne va jamais partir. Ce n'est pas une histoire de troisième mandat. C'est une histoire de un mandat qui se termine et un autre qui doit venir. Ça veut dire que jamais je ne partirai parce qu'à chaque fois que je vais dire que ça va se terminer, il y aura des comportements de déloyauté. Et puis, on n'a pas inventé la démocratie. On n'a pas inventé les mandats limités. Une fois que c'est acté dans la Constitution, il faut savoir que c'est terminé et puis c'est fini. Et on se comporte, effectivement, dans un second mandat, c'est un peu plus difficile que dans un premier, parce que dans le second mandat, il y a évidemment des comportements de préparation dans votre propre camp. Mais à ce moment-là, c'est à votre intelligence de gérer tout cela, mais pas de maintenir le flou sur des termes très clairs qui sont des termes constitutionnels. On sort des ambitions dans son propre camp. Et c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal que quelqu'un envisage, qu'il s'appelle Tartampion, Sambanya ou Demba Mbeng, qui se disent, mais... Et d'ailleurs, je vais vous dire, ça se prépare, de toute façon, peut-être de manière plus ou moins cachée, mais tout le monde est en train de en tout cas, c'est ceux qui ont cette prétention. Dans la mouvance présidentielle. Évidemment, c'est évident. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut ralentir, mais qu'on ne peut pas empêcher totalement. Et c'est triste d'en être réduit à essayer de taire les ambitions, parce qu'à mon avis, les ambitions sont quand même porteuses de dynamique. Vous avez pratiqué l'homme, peut-être vous n'avez pas la prétention d'avoir été le jardinier de ses rêves, comme disait un certain Idrissa Seck à propos de Abdoulaye Wade. Alors, c'est quoi votre intime conviction que le président Macky Sall nourrit l'ambition de se présenter pour un troisième mandat ou bien il va partir au bout du deuxième mandat? Non, très sincèrement, je peux pas vous dire. Ce que je puis dire par contre, c'est que cela représenterait un très gros risque pour lui et pour le Sénégal, à mon avis. Comment? On a vécu des situations semblables en 2011 et je crois qu'il a lui-même évoqué les raisons pour lesquelles il fallait s'en tenir à 2 mandats de 5 ans. Et que le monde, la démocratie telle qu'elle est conçue au niveau international, refuse cette histoire de 3e mandat, 4e mandat, etc., etc. Et je crois qu'il n'a pas tort quand en tout cas, il n'avait pas tort quand il faisait cette analyse. Est-ce que le contexte sous-régional ne peut pas l'obliger à reconsidérer sa position? Il y a des velléités d'un 3e mandat en Côte d'Ivoire. La Guinée voisine, on prête à Alpha Condé l'intention de modifier la Constitution pour se présenter pour un 3e mandat. Si jamais ça passait, peut-être ça allait faire effet boule de neige pour le Sénégal. Bon, les peuples sont différents d'une latitude à l'autre. Et je crois que les risques existent partout. Ce n'est pas seulement au Sénégal que le risque existerait. En Guinée, il a déjà commencé à prendre la forme, malheureusement, de grands mouvements de contestation et de vie perdue. Et en Côte d'Ivoire, on peut considérer également que les risques existent. Ceci dit, voyez-vous, en Afrique, malheureusement, on oublie l'histoire, on ne prend pas souvent en compte
les précédents. Et vous pouvez d'ailleurs être dans des renouvellements de mandats qui font que vous vous croyez à la fin indispensable. Et puis ce qui arrive en Algérie arrive, ce qui arrive au Soudan arrive, ce qui est arrivé en Libye arrive. Donc très sincèrement, je crois qu'il est plus prudent de s'en tenir à ce qu'on considère comme désormais correspondant à une norme, mais surtout à une norme constitutionnelle, parce qu'il faut qu'on cesse de changer ces constitutions sur la base simplement du désir d'un chef et de sa maîtrise sur une Assemblée nationale. Bon, on a changé au Sénégal la Constitution 4 fois déjà. Hein. Oui. C'est un sacré record. Hein. 2012, 2016, 2018 2 fois, 2018, 2019, ça fait beaucoup. Oui, une réforme peut être une réforme consolidante aussi. Quand vous changez 4 fois en 5 ans une constitution, c'est qu'il y a problème. C'est pas possible. Pendant ce temps, que fait l'opposition? Aujourd'hui, un activiste comme Guy Marius Sagna qui cristallise toutes les attentions, en dehors de Ousmane Sonko, pratiquement, qui revêt le menton peut-être d'opposant direct de Macky Sall, on ne sent pas l'opposition démocratique, M. Abdoul Mbaye. Que faites-vous pendant ce temps? Qu'est-ce que vous appelez l'opposition démocratique d'abord? Oui, l'opposition républicaine que vous prétendez incarner, vous, de l'opposition. Écoutez, nous sommes, d'abord, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, mais il y a à l'Assemblée nationale des députés qui font parler l'opposition. Je citerai par exemple Mamadou Lamine Diallo, on les entend haut et fort. Il faut quand même savoir qu'au lendemain de toute élection présidentielle, on entre dans une période de recomposition. Vous avez les vraies oppositions qui demeurent, et vous en avez qui sont hésitantes, et vous en avez qui rejoignent le pôle majoritaire, parce qu'on va vers une période de 5 années qui peut être longue. Vous êtes de quel bord? Nous sommes dans l'opposition totale, parce que nous considérons que cette politique économique et sociale ne va pas dans le sens de l'intérêt des citoyens sénégalais. Et notre discours ne change pas, ne varie pas. Par contre, nous considérons également qu'il ne faut pas être dans l'opposition pour être dans l'opposition. Oui, mais l'opposition, c'est également une affaire de rapport de force. Le rapport de force, c'est sur le terrain. Attendez. Vous avez deux choses. Vous avez, quand vous faites une analyse de la situation politique du Sénégal, vous constatez qu'on a quand même, moi en tout cas, j'ai l'avantage d'être novice en politique, d'être jeune en politique, malgré mon grand âge. Et ce que je constate, c'est que finalement, avoir un programme de qualité, ce n'est pas suffisant. Bien le vendre, ce n'est pas suffisant. Vous avez une conception de la politique qui doit être modifiée, qui doit être changée. Vous avez un nécessaire éveil des consciences à organiser. Ça ne se fait pas en 2 jours. Ce n'est pas possible. Et à partir du moment où vous prenez en compte cette donnée, vous vous mettez dans une perspective plus longue d'opposition, de sentinelle, mais également vous évitez la politique politicienne. Moi, je ne supporte pas ça. Donc, on choisit d'être dans des démarches citoyennes, dans des démarches de sentinelle, dans des démarches citoyennes, mais vous verrez que nous ne sommes pas tendres avec le pouvoir quand... Mais vous êtes absent sur le terrain. Quand il fait... Mais on est sur le terrain. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais on se rend... Ah oui, on se rend dans des... Manifestations non-langues contre la hausse du prix de l'électricité. Les manifestations, les manifestations, nous, dès le départ, quand nous avons créé notre parti, nous avons été contre ces systèmes de meeting. Ah oui. Vous savez comment ça marche un meeting? Vous payez des personnes qui vous... On appelle ça des rabatteurs, qui vous amènent des bus remplis. Vous distribuez l'argent à ceux qui sont présents. Et vous avez votre meeting, votre rassemblement. Mais ça ne nous intéresse pas.
Et nous avons privilégié ce que nous appelons la rencontre citoyenne, où nous allons face à une cinquantaine, une centaine, 150 personnes, échanger avec elles. En général, quand ce sont des femmes, par exemple, on les invite et on les forme à quelque chose pour qu'elles repartent avec un peu d'utilité. Et sur le plan macro, par contre, nous restons critiques, sentinelle globale, sur ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas, tout en faisant des propositions. Et c'est notre manière de concevoir l'opposition. On n'est pas dans le cri systématique, mais de temps en temps, on l'a fait par exemple le 30 septembre 2018, on a fait une grande mobilisation pour notre congrès extraordinaire et on a obtenu les résultats. Mais très sincèrement, cette histoire de meeting... Oui, au-delà des meetings, mais des manifestations contre la hausse du prix de l'électricité, par exemple. Ah bien, on participe, les manifestations sont organisées notamment par Nyoban Nyolang et on participe à ces manifestations. Là. Maintenant, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que, là, la première fois, c'était très bon. Est-ce qu'il ne faut pas réviser la démarche? À votre avis? À mon avis, oui. À mon avis, à chaque fois, il manque la sensibilisation et l'éveil des consciences. La spontanéité en politique, elle peut venir, hein, mais il faut un événement très très particulier pour que les masses se soulèvent. Et puis, par contre, quand on examine ce qui se passe à travers le monde, vous avez à chaque fois face à des régimes qui enfoncent toujours un peu plus le cou, le doigt. À un moment donné, ils atteignent la limite, franchissent le Rubicon. La goutte d'eau fait déborder le vase et vous entrez dans une période de contestation dont vous ne sortez plus. Il faut au Sénégal que cette limite soit bien gérée, entre guillemets, à savoir que le pouvoir doit prendre conscience, quel que soit le caractère pacifique du Sénégalais, il y a des limites au-delà desquelles il ne faut peut-être pas aller. Oui, mais au-delà de cette capacité pacifique du Sénégalais, il se dit aussi que le Sénégalais a perdu toute capacité d'indignation. Est-ce que vous êtes de cet avis? J'avoue personnellement que je suis parfois sidéré par la capacité d'acceptation du Sénégalais. Mais c'est justement la raison pour laquelle il faut expliquer et il faut privilégier dans le travail politique l'éveil des consciences. Parce qu'on a l'impression que, par exemple, expliquer à un citoyen lambda que l'argent qu'on lui donne à l'occasion des campagnes et qui vont le conduire à voter pour celui qui lui a donné cet argent en violation de la loi, etc., etc., n'est pas son intérêt, que c'est un argent qui lui appartient et qu'il peut... Parce que quand par exemple, on me dit, témoin, que les femmes se sont levées le jour du vote pour aller chercher 2000 francs, c'est-à-dire spontanément, pour pouvoir voter pour le candidat qui donnait les 2000 francs, il y a problème. Donc dans un contexte comme ça, où vous baissez les bras et vous retirez de la politique, ou vous prenez le mal en patience et vous vous dites qu'il faut du temps, qu'il faut éveiller les consciences, et ma foi, vous faites un travail de longue haleine et d'éveil des consciences et de patience. Et souvent les Sénégalais ils disent politiciens ils vous renvoient dos à dos. Est-ce que l'image de l'homme politique sénégalais n'a pas perdu de sa superbe au fil des années? Ça, c'est une critique intéressante parce qu'elle peut asseoir une démarche de conviction, une démarche justement d'éveil des consciences. On dit non. Vous dites cela parce que c'est l'exemple qui vous est donné par ceux qui sont au pouvoir. Et c'est vrai, vous avez vécu peut-être 2 alternances, mais à chaque fois, vous avez eu de la déception. Allez plutôt à la recherche des causes communes de votre déception. Et croyez-moi, dans ce genre d'assemblée de rencontres citoyennes, le message passe très très bien. Vous dites, mais quel est le problème? Vous avez en face de vous des personnes qui conçoivent la politique comme moyen d'enrichissement personnel, comme moyen d'enrichissement du petit frère,
de l'épouse, des enfants. Mais tant que vous continuerez à voter pour ce type de personnage, vous vivrez les mêmes difficultés parce que ces personnes vont s'approprier le bien commun et vous laisser dans votre misère. Et croyez-moi, c'est un discours qui passe et on a parfois des soutiens qui viennent de l'autre camp. Quand quelqu'un dit « Oui, Abdoul Mbaye n'est pas comme nous, il est né une cuillère dans la bouche », ça veut dire qu'il n'a pas faim. Non, il faut une alternance non affamée dans notre pays. C'est le nouveau concept que vous avez créé. Bon, je viens de le créer. Alors, Abdoul Mbaye, l'avenir de votre compagnonnage avec Idrissa Seck, vous avez soutenu sa candidature lors de la dernière présidentielle. Où est-ce que vous en êtes dans votre compagnonnage? Bon, écoutez, nous sommes allés vers Idrissa Seck parce qu'il y avait 4 candidats de l'opposition. Ça montre que nous sommes vraiment dans l'opposition face au candidat de Benno Bokk Yakaar. Et il fallait choisir parmi les 4 dès lors que nous avions été injustement éliminés. À partir de ce moment-là, nous nous sommes mis d'abord dans une démarche collective. On n'a pas voulu y aller seul. Donc au final, on s'est retrouvés dans une posture identique avec Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Et nous avons assis notre choix sur des bases objectives, parce que c'est ça qui était important. Au sein de notre parti, ça tirait dans tous les sens. Il vaut mieux celui-là, non, c'est celui-là. Bon, finalement, nous avons dit, définissons, entendons-nous sur une procédure. Laquelle? Nous avons un programme qui, pour partie, porte sur les institutions de ce pays, renforcement de la démocratie, parce que c'est le problème essentiel, réduction du pouvoir du président de la République, renforcement du pouvoir de l'Assemblée nationale, indépendance de la justice vis-à-vis de l'exécutif. À ce moment-là, on va vers une véritable démocratie, on s'éloigne de cette dictature à la Macky Sall, cette sorte de dictature, et on va donc proposer les éléments de ce programme à chacun des 4 candidats. Et ma foi, celui qui ira le plus loin dans l'acceptation de nos propositions bénéficiera de notre soutien. Donc cette procédure a été suivie. C'est Idrissa Seck qui a remporté la mise. Il a été soutenu par Mamadou Lamine Diallo, donc le parti Tekki et le parti ACT. Nous avons joué de manière... Franc jeu. Ah oui, totalement. On l'a soutenu, il a mené campagne, et après on a été impliqué dans la rédaction du rapport public sur les élections 2019. Et lorsque le rapport a été rendu disponible, nos voix se sont séparées. Ah oui, et nous restons donc au sein du FRN, membre de l'opposition. Aujourd'hui, son silence ne vous intrigue-t-il pas? Écoutez, à chacun sa stratégie de communication. Le silence, c'est aussi une stratégie de communication. Quand quelqu'un journaliste comme Cheikh Yérim Seck dit qu'il pourrait faire partie des dauphins du président Macky Sall et que lui et le président Macky Sall, ils se parlent régulièrement, cela vous déçoit de sa part? Il faut d'abord y croire pour être déçu. Je n'ai pas suffisamment de preuves pour croire en de telles assertions. Le dialogue politique, ça vous parle? On a souvent eu à le préciser. Pour la partie concernant la concertation politique sur toujours, parce que nous restons constants. Tout ce qui peut permettre de renforcer la démocratie, y compris par le dialogue, nous sommes prenants. Donc à ce titre, le volet concertation politique, qui est un volet traditionnel, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu élection dans ce pays, au lendemain des élections, il y a concertation pour voir ce qui peut être amélioré, mais le reste, très sincèrement, ça ne nous intéresse pas. Parler du pétrole, pour nous, c'est oublier ce qui s'est passé avec Petrotim. Parler du statut du chef de l'opposition, considère que ce n'est pas une priorité pour les Sénégalais, encore moins. Par contre, si on peut obtenir de vrais garde-fous, et tout ça d'ailleurs dans le cadre du dialogue politique, de protection contre les dirigeants politiques, parce que nous sommes quand même dans un régime, tout ça même sur le compte de la soft dictature, où tous les opposants ont vécu leurs difficultés, en tout cas pratiquement tous les opposants ont eu droit à des difficultés très très particulières et considérées comme
des traitements c'est quoi très particuliers. Vous craignez pour votre intégrité physique? Non, pas l'intégrité physique, mais vous êtes au courant de ce faux procès en faux. Je vous dis, sur le plan pénal, on m'a condamné pour que je perde mes droits civiques. Mais l'arrêt de la Cour d'appel, dont le président, dans une chambre présidée par M. Amady Diouf, comprend 6 mensonges. 6! Vous avez entendu, des faits inventés. C'est-à-dire, vous lisez dans cet arrêt, je donne un exemple, Abdoul Mbaye reconnaît avoir acheté une maison à Fann en telle période. Mais vous vous rendez compte, quand on en arrive à ce stade, c'est pas possible. Qu'est-ce qui peut faire inventer un fait pour motiver une décision de condamnation pénale? C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, c'est un petit détail. Je n'ai vécu que ça. Donc vous pensez qu'il y a une réelle volonté de vous liquider politiquement? Et c'est devenu très vite. J'ai créé le parti, on m'a porté à sa tête avec d'autres personnes, on l'a créé ensemble, on m'a porté à sa tête. Le mois suivant, j'étais inculpé. J'étais inculpé pour des faits. Peut-être une coïncidence. Des faits que... coïncidence, non, quand même. Quand on vous inculpe en vous disant voilà c'est pourquoi on vous a inculpé. On vous montre des documents, on vous dit simplement complicité de faux, usage de faux, sans vous montrer le document. Non, quand même. Non. Mais on a assez écrit sur tout ça. Mais bon, sauf à réinventer le droit au Sénégal, c'est ça qui est grave. Sauf à, par exemple, dire qu'il n'y a plus de prescription. Sauf à considérer que un document produit par un magistrat est un document administratif et n'est plus un document judiciaire. Mais, bon, il y a des aberrations qui ne peuvent pas rester, c'est pas possible. Alors, quelle est votre appréciation du Clinic Day, cette journée de nettoiement national instaurée par le président, dont le lancement a été fait samedi passé? Bon, écoutez, vous savez, nous sommes dans une ligne où on accorde beaucoup d'importance à la citoyenneté. Il y a sans doute quelques retombées citoyennes. Mais l'action citoyenne, où elle complète l'action gouvernementale, l'action étatique, où elle la corrige. On est dans quel cas de figure là? Écoutez, quand on vous dit Dakar est sale, parce que c'est ça le constat, c'est qu'il y a des manquements. C'est que ça ne marche pas. Ça veut dire que l'État central et l'État décentralisé sont responsables de la situation. Donc c'est pas... Il faut plutôt s'attaquer aux vrais problèmes et ne pas venir un jour par année nettoyer. Je suis un peu désolé de le dire, mais ça fait un peu chaud. Que l'on porte à la connaissance des Sénégalais les mesures qui ont été prises pour que désormais Dakar et les autres villes, parce que c'est une catastrophe quand vous faites des tournées à l'intérieur du pays, quand vous entrez dans un village, vous êtes accueilli par des ordures, quand vous sortez du village, ce sont des ordures qui vous disent au revoir. Non, il y a un problème global de propreté. Alors, que l'on cesse aussi d'utiliser ces slogans, fast track, zéro déchet, accélérer la cadence, mais... Ça témoigne d'une volonté zéro déchet, de bien faire. Zéro déchet, c'est pas un concept... Il y a toujours des déchets. La vie de l'homme produit du déchet. Maintenant, le problème, c'est le traitement de ces déchets. Le zéro déchet, c'est dans une chaîne logistique, c'est dans une chaîne de production, donc on confond tout. Traitons le problème du ramassage des ordures, traitons le problème du traitement des ordures ramassées, impliquons les citoyens par l'impôt, mais aussi par le comportement citoyen, donc que ce soit à ce niveau-là. C'est pourquoi je parlais de quelques retombées positives. On leur fait prendre conscience de la nécessité
d'être propre, mais très sincèrement, on est en train de taper un peu. Oui, mais est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà des clivages de partis? On n'a vu aucun membre de l'opposition, par exemple, au lancement de cette journée. Pourtant, c'est une journée qui devrait intéresser tous les Sénégalais. Écoutez, ce que je vous dis là, c'est clair, c'est de la récupération politique et c'est inutile. Ah oui. Personnellement, en tout cas, on tape à côté. Par contre, lorsque des citoyens eux-mêmes dans leur quartier constatent que le travail n'est pas fait et qu'ils nettoient, nous, on a donné des instructions pour systématiquement y être associés. Quand on a des flaques d'eau qui perdurent, etc., ils viennent nos compagnons nous consultent, nous demandent des soutiens pour pomper les flaques d'eau, on donne, on essaie d'être présent également. On a des activités, on a même des compagnons qui sont allés refaire des trottoirs dans des villes, je pense notamment à Thiès. Mais quand on est dans le show politique, quand même, acceptez qu'on reste un peu critique quand même. Sinon, vous allez nous dire il n'y a pas d'opposition. Alors, le banquier que vous êtes, comment a-t-il réagi quand il a su qu'on allait procéder à un changement de monnaie au courant de cette année 2020? L'éco qui va remplacer le CFA. Bon, écoutez, il y a deux choses d'abord. Hein. Il y a d'abord la réforme. La réforme qui a eu lieu après 46 ans. On a utilisé souvent dans la presse le terme historique. C'est historique, ça arrive après 46 ans d'immobilisme. Cette réforme, avant d'évoquer le changement du nom, qui sort les représentants de la France des instances de gestion et de direction de tous ceux qui concernent le franc CFA, qui met fin à la centralisation de 50% des réserves de la Banque centrale auprès du Trésor français, qui conserve la possibilité d'un concours, et non pas la garantie illimitée, c'est pas vrai de dire ça, la possibilité d'un concours par le Trésor français sans condition, pour l'instant, ça, ce sont des réformes historiques. Et ce sont des réformes qui ont attendu trop longtemps. C'est pourquoi il faut s'en réjouir et féliciter la jeunesse africaine. Parce que ou les chefs d'État. Macron ne s'est pas trompé quand il a fait le lien avec une revendication de la jeunesse africaine. Vous enlevez tout mérite aux chefs d'État? Non, par contre, c'est une... Non, évidemment, c'est eux qui prennent la décision, ils ont bien fini par la prendre. Mais c'est d'abord sous la pression de cette jeunesse africaine que ces changements ont eu lieu. La jeunesse africaine demandait également une monnaie africaine. Le CFA est déjà une monnaie africaine, une monnaie pour 8 pays, avec ses tares peut-être, ses inconvénients, ses possibilités de réforme qui ont été actées le 21 décembre prochain. Mais la jeunesse africaine voulait davantage, allons davantage vers le reste de l'Afrique. Je crois également qu'en décidant de faire évoluer le franc CFA vers l'éco, nous sommes dans cette perspective. Donc ce qui s'est passé est important et ce qui s'est passé doit être accepté comme une victoire de la jeunesse africaine. La France est sortie du franc CFA. Il faut par contre... continue d'être garante en cas de crise. Écoutez... Finalement, elle n'y est pas sortie définitivement. C'est excessif de dire ça. Ah bon? Vous savez, l'accord de coopération qui nous lie à la France n'évoque pas de garantie illimitée. C'est terminé ça. C'est un concours de la France au cas où. Et on commence, parce que d'abord, ceux qui assurent la convertibilité du franc CFA, c'est la Banque centrale. Ce sont les réserves de la Banque centrale. Donc d'abord, ces réserves. Ensuite, les possibilités de concours auprès du Fonds monétaire international des différents États. Ensuite, une stratégie de ramassage de tout ce qui est devise au niveau des institutions publiques comme privées. Et seulement après, un concours possible de la France. Voilà la réalité. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, ça, c'était le passé. Donc, on ne conserve pas une garantie illimitée. Elle n'existait pas. On conserve peut-être une possibilité de concours. Mais c'est la Banque centrale qui, depuis... Il y a une seule fois, le Trésor français est venu au secours de la Banque centrale. C'était vers la fin des années 80. Et puis, c'est tout. Donc, attention.
attention à quoi? À ces critiques qui sont maintenues. Ouais. Pourquoi? On parle de monnaie. Une monnaie, c'est une chose fragile. On a obtenu une victoire de la jeunesse. Évitons de faire perdre à la monnaie CFA aujourd'hui, éco demain, de la valeur. Parce qu'à ce moment-là, on ferait le jeu des néocolonialistes, parce qu'on supposait que c'était une monnaie néocoloniale, qui vont être à l'aise pour dire demain, parce qu'on aura constaté, parce qu'il y a déjà des comportements anticipationnistes. Le franc CFA est en train de tomber, c'est parce que nous nous sommes retirés. Non. Pensons à notre monnaie, pensons à nos économies, évitons de jeter de l'huile sur le feu, réfléchissons, conseillons lorsque c'est possible, je pense notamment aux universitaires, la Banque centrale et pas seulement celle des États de l'Afrique de l'Ouest, mais la prochaine de ECOWAS. Et à ce moment-là, on prendra en compte les intérêts de chacun. C'est pourquoi j'appelle les opérateurs économiques également à entrer dans le jeu et à intervenir dans ce débat. Voilà, merci beaucoup. Merci Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre du Sénégal et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Merci d'avoir accepté d'être le premier invité de l'année 2020. Merci de m'avoir fait l'émission cette politique. honneur. Voilà, merci pour tout. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. la woon ca njalbeen mbëggeel daa di lal mbëggeel gu amul app te bëri doole lool ci wàllum télévision boobu mbëggeel moo jur 7TV suñuy programme tënku ci xarañteef bu mag ànd